Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo du mercredi, c'est-à-dire une vidéo flippante, tout ce qu'on aime. Donc aujourd'hui ça fait trop flippant. On va parler de réincarnation. Donc en soi, je trouve qu'il y a pire dans mes vidéos que la réincarnation. On va voir 3 cas différents de réincarnation, des cas assez connus, des affaires connues. Donc prenez quelque chose à grignoter car ça me semble être une vidéo qui va être longue. Pardon. Il est très tard, je suis très fatiguée, enfin très tard, non pas très tard, mais je suis fatiguée de ma journée, donc voilà. Excusez ma tête d'ailleurs. Un jour j'investirai dans un maquillage anti-imperfection peut-être, mais bon, en attendant c'est nature peinture. J'ai revu une vidéo de moi, parenthèse, un peu après que j'ai accouché. J'avais des cheveux, mon dieu, je pense que je vais les faire repousser. Oh oui, mince, j'ai allumé la mauvaise lumière. Je suis désolée si ça clignote, c'est ma lumière qui bug. Bien, on va commencer par le cas le plus connu selon moi. C'est le cas du petit James Leininger. Je sais pas si je le dis bien parce que je suis nulle en anglais, mais voilà. Donc c'est un petit américain qui est né en 1998 dans une famille plutôt chrétienne. Le père s'appelle Bruce et la mère s'appelle Andrea. Si vous me voyez regarder en bas, c'est que j'ai des notes puisque il y a minimum 2-3 pages à faire quand même, donc je ne peux pas tout retenir. Donc ils vivent en Louisiane à Lafayette. Et à partir de ses 2 ans, le petit James va faire des cauchemars vraiment effrayants. Il va se réveiller en hurlant, mais vraiment en hurlant. Son père comparera même ça à des espèces d'exorcisme. On dirait vraiment qu'il est en plein exorcisme. Il se débat, il hurle au meurtre, il crie au feu, avion au feu. Le petit homme est coincé ou le petit homme ne peut pas sortir, un truc comme ça. Et ça réveille, enfin, dans le livre, donc c'est un livre en anglais, dans le livre, les voisins aussi témoignent et sont réveillés par les cris de l'enfant. Et c'est assez étonnant puisque tous ceux qui connaissent le petit James le décrivent comme un enfant posé, calme. Enfin vraiment, il ne crie que dans ces moments-là et c'est vraiment des cris horribles. Une fois, sa mère raconte qu'elle a été dans un magasin de bricolage avec lui et qu'elle a trouvé un petit avion miniature qu'elle montre à son fils. Et elle lui dit oh, regarde, il y a même une bombe en dessous de l'avion. Et son fils de 2-3 ans lui répond mais non maman, c'est pas une bombe, c'est un réservoir de largage. Et là la mère est très choquée puisqu'elle se dit bah, il a pas pu voir ça dans un film et tout puisque je regarde la télé avec lui. Et moi-même je ne fais pas la différence, je ne sais pas ce que c'est. Puis il a 2 ans donc il n'est pas censé savoir connaître un réservoir de largage sauf si quelqu'un lui en a parlé. Et il ne va pas à la garderie, donc c'est assez étonnant pour la maman, mais bon. Petit à petit, James va avoir une certaine obsession pour les avions, c'est-à-dire que tous ses jouets vont être des avions, il va parler que d'avions tout le temps, voilà. Non, ils vont aller à Dallas en voyage et ils vont visiter un musée aérien. Et là, les parents sont très étonnés puisque pendant des heures et des heures, leur fils de 2 ans, encore une fois, va rester émerveillé devant toutes les différentes expositions puisqu'il y a sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre de Corée, la guerre froide, il doit y avoir aussi la Première Guerre mondiale. Et en fait, il va passer des heures et des heures, il va vouloir toucher toutes les expositions. Son père va devoir le retenir plusieurs fois parce que sinon il ne touche pas à tout. Et ils sont très étonnés. Et d'ailleurs, au moment de partir, c'est pareil, il se met à hurler, il veut rester là, il éclate en sanglots. Et c'est pas le genre de ce petit garçon, il est pas comme ça, c'est pas un enfant capricieux ou... Voilà, je parlais avec mes mains depuis tout à l'heure. C'est un enfant assez calme, donc encore une fois, les parents sont très étonnés de ce comportement-là et ils ne reconnaissent pas du tout leur fils. Il avait plusieurs avions joués.
Seulement, à chaque fois, il les écrase. C'est pas un enfant qui fait boum dans les airs ou je sais pas trop ce que font les petits garçons. D'accord, mon chat est fou. Je ne sais pas trop ce que font les petits garçons avec leurs avions. En tout cas, ce petit garçon-là les écrasait et finissait par les casser un par un. Et d'ailleurs, plus tard, donc beaucoup plus tard, quand il dessinera, ce sera que des avions qui se crashent. Il dessinera toujours des avions qui se crashent. Pendant ce temps, ces cauchemars deviennent de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. Il se débat de plus en plus, il hurle de plus en plus fort. Enfin, c'est des grosses terreurs qu'il a. Mais il va aussi commencer à parler à ses parents puisque ses parents vont commencer à l'interroger. Notamment sa mère au début lui dit mais qui est ce petit homme qui est coincé, qui ne peut pas sortir de l'avion, explique-moi. Il lui répond bah c'est moi maman. Elle lui dit mais non mais toi tu es James. Et il lui dit oui c'est James. Et elle lui dit mais non tu es unique, tu es le seul James. Et il répond eh bien c'est un autre James qui est coincé dans l'avion. Ils vont aussi enfin, à un moment, il va dire oh là là, on m'a tiré dessus, c'est pour ça, mon avion est en feu. Et son père va lui demander mais qui t'a tiré dessus? Et il va répondre les Japonais. Et après, son père va lui demander c'est quel type d'avion ton avion? Et il va répondre c'est un. Oh merde, c'est connu en plus. C'est un corsaire, il démarre sur un bateau qui s'appelle je ne sais plus, le Natona Bay. Son père dit ah oui ça fait bien, enfin Natoma ça fait bien japonais et le petit va lui répondre mais non non c'est américain papa, le Natoma Bay c'est américain. Son père lui demande aussi si ce James avait des amis. Et le petit James va lui répondre oui, j'avais un ami qui s'appelait Jack Larson. Donc c'est assez, enfin, je trouve que c'est important parce que les enfants qui s'inventent des vies, en général, ou même des amis, ou voilà, ils s'inventent que le prénom. Ils n'ont pas le nom qui va avec, enfin un nom complet, une identité complète, c'est très compliqué. Bon, la maman Andrea va commencer à penser qu'il s'agit de la vie antérieure de son fils. Mais Bruce, lui, c'est un vrai croyant et pour lui, c'est inadmissible de pouvoir penser à un seul moment que son fils a une vie antérieure. C'est contre sa religion. Pour lui, c'est pas possible. Donc, il va quand même commencer à faire des recherches et il va trouver une association de vétérans qui se réunit de temps en temps. Donc, il va y aller. Enfin, de vétérans du Natoma Bay. Il va y aller et il va faire croire à l'organisateur de cette association de vétérans qui s'appelle Léon, il me semble, Léon, qu'il est là pour écrire un livre sur le Natoma Bay. Il demande donc si il y avait des corsaires qui démarraient du Natoma Bay et Léon va lui répondre ah non pas du tout. Donc là Bruce se dit bah voilà c'est bien ce que je pensais, il s'est trompé donc ça peut pas être une vie antérieure sinon il le saurait, enfin bon. Ensuite il va quand même continuer à poser des questions et il va demander si Léon connaît un certain Jack Larson. Et Léon va lui dire ah oui oui je me souviens très bien de Jack Larson, voilà. Donc là déjà le père commence à se dire c'est bizarre, ça fait trop de conséquences, c'est bizarre. Parce qu'en fait, avant tout ça, évidemment, j'ai oublié de vous le dire, le plus important, lors de ses recherches, il va apprendre qu'effectivement le Natoma Bay, donc il y a une association de vétérans puisque il y a eu une bataille à Hiroshima au Japon qui a été gagnée par les Américains. Voilà, il apprend ça d'ailleurs, il montre un livre de la Seconde Guerre mondiale à son fils et il y a une image où on voit les Américains poser leur drapeau à Hiroshima et le petit James va dire regarde papa c'est là que mon avion s'est écrasé. Voilà. Et effectivement, Bruce apprendra plus tard qu'il y a bien eu un crash d'avion et des morts
notamment un certain James Houston. Donc vers 3 ans, effectivement, il commence à faire des dessins. Et ce qui étonnait ses parents, c'est que à chaque fois, il signait James the Third, c'est-à-dire le troisième James. Et sa mère lui dit, mais pourquoi tu signes le troisième James? Pourquoi James 3? Et il lui a répondu, parce que je suis le troisième James. Donc bon, ses parents n'ont pas trop bien compris, mais au fur et à mesure qu'ils faisaient leur petite enquête et qu'ils avaient leurs résultats, ils ont vite compris qu'effectivement, James the Third, c'était logique. Plus tard, Bruce va apprendre que Jack Larson est encore en vie. Et donc il va aller le voir et il va lui faire croire qu'il veut écrire un livre sur le Natoma Bay. Du coup, bon bah voilà, ils vont devenir amis parce que Jack Larson est vraiment quelqu'un de très... Bon, déjà il est assez âgé, puis bon, il veut pas laisser partir son invité comme ça, donc voilà, il commence à parler et Bruce, sans vouloir dire que c'est pour ça qu'il est là, va dire que son fils est passionné d'avion. Jack Larson va alors lui tendre une paire de lunettes d'aviateur et il va lui dire c'est les lunettes que je portais lorsque James Houston est mort. Je ne sais plus comment, je ne sais plus quand, mais ils ont une conversation, donc Bruce et James ont une conversation entre père et fils. Et James dit à son père mais c'est pour ça que je t'ai choisi, c'est parce que je savais que tu serais un bon père pour moi, que vous serez des bons parents pour moi. Et du coup, Bruce va lui dire mais comment ça, tu m'as choisi? Quand m'as-tu choisi? Et James va lui répondre je t'ai choisi à Hawaï quand vous étiez dans un hôtel rose. J'ai su que vous seriez des bons parents pour moi. Et effectivement, en 1997, c'est ça? En 1997, ils ont été, donc Bruce et Andrea ont été à Hawaï dans un hôtel rose. Et 5 semaines plus tard, Andrea apprendra qu'elle est enceinte de James. C'est assez fou quand même. Bruce va aussi apprendre finalement qu'un des membres de la famille Houston est encore en vie et qu'il s'agit de la sœur de James Houston, une certaine Anne. Je ne sais plus comment parce qu'elle avait son nom marié, mais en gros Anne Houston. Donc il décide de correspondre avec elle. Et premier détail choquant pour Bruce, c'est qu'elle va lui envoyer des photos de James à différentes époques. Et notamment une photo où l'on voit James Houston debout devant un corsaire. Et là il va se dire zut, mon fils avait raison, il a bien piloté un corsaire. Donc suite à ces échanges, ils décident de se rencontrer. Et tout de suite, James va être ultra à l'aise avec Anne. Et d'ailleurs, il va se permettre de l'appeler Annie. Et cela, enfin voilà, bon, Andrea n'est pas trop d'accord quoi en tant que mère. Elle s'est dit quand même, c'est une vieille dame de 84 ans. On va pas commencer à lui donner des surnoms. Et Anne va répondre, si, il a raison. C'est comme ça que m'appelait James. Il m'appelait Annie. Et c'était le seul à m'appeler Annie. Par ailleurs, James va commencer à poser des questions à Anne sur leur deuxième sœur, Ruth. Donc il savait sans l'avoir vue avant, qu'ils avaient une deuxième sœur qui s'appelait Ruth. Il va aussi dire que, en fait, il va prendre des nouvelles de son père. Il lui demande, il lui dit oui, je me souviens quand il a été au sanatorium. En fait, leur père était alcoolique, donc il a été réhabilité. Et oh là, j'ai plus de batterie, ok. Il a été réhabilité et du coup, avant, on appelait ça le sanatorium. Et dans la bouche d'un petit garçon de 3 ans, c'est quand même assez choquant. Surtout à une époque où sanatorium n'existe plus du tout comme mot. Suite à quoi, James va rencontrer les autres vétérans de l'association. Il va être trop content parce qu'il les reconnaît, il sait comment ils s'appellent et tout, donc il est vraiment très content. Mais à la fin, on va le voir, sa mère va voir qu'il est triste. Elle va lui demander pourquoi et il va lui répondre je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient tous aussi âgés pour lui. Il pensait retrouver ses amis d'avant
qui avait une vingtaine d'années. Il va être invité par les Japonais à visiter Hiroshima, puisque les Japonais ont entendu parler de son histoire. Il va y aller et ses parents vont en profiter pour organiser une sorte de cérémonie de deuil où il va jeter les lunettes d'aviateur que Jack Larson lui a données à la mer avec un bouquet de fleurs, enfin voilà. Et c'est une émotion très forte pour ce petit garçon. Il pleure comme un adulte, hein. Vraiment il pleure comme quelqu'un qui fait son deuil. Mais après ça, les souvenirs vont s'estomper peu à peu. Et d'ailleurs, plus tard, quand il aura 14-15 ans, il va dire ne plus se souvenir de sa vie antérieure. Plus du tout. La deuxième histoire parle des jumelles Pollock. Donc, on va d'abord parler des parents. Donc, c'est Glenn et Florence Pollock qui ont eu 2 filles, Johanna et Jacqueline. Johanna, c'est la première et Jacqueline est la seconde, du coup, forcément. Les 2 filles étaient inséparables et Johanna traitait Jacqueline vraiment comme sa fille. C'était une sorte de deuxième maman. Elles étaient très proches. Elles adoraient peigner les cheveux de leur père. C'est un truc quand même assez bizarre parce que moi, petite, je le faisais avec ma mère et voilà, mais jamais avec mon père. Donc elles adoraient lui peigner les cheveux. Elles étaient très généreuses comme petites filles, ça venait sûrement de leur éducation. Et elles étaient très proches de leur grand-mère puisque comme leurs parents tenaient une petite épicerie et faisaient en même temps des livraisons à droite à gauche, ils n'avaient pas le temps de s'occuper d'elles. Du coup, c'était la grand-mère maternelle qui s'occupait d'elles et elles avaient un lien très fort avec leur grand-mère maternelle. Il y a eu des choses assez bizarres puisque Johanna très souvent disait déjà oui mais moi je serai jamais une femme, je ne deviendrai jamais femme. Je n'aurai pas le temps, en gros c'est ça qu'elle voulait dire, c'est pas une femme ou une belle femme ou une femme accomplie, non c'était vraiment j'aurai jamais le temps de devenir une femme. Donc là je vais vous donner des détails qui sont importants à retenir. Jacqueline, lorsqu'elle a 3 ans, va tomber tête la première face à une chaudière et elle va avoir une trace au niveau de l'œil. Je sais plus si c'est celui-là ou celui-là il me semble. Oui c'est celui-là, c'est l'œil droit, enfin au haut du front quoi. Une cicatrice qu'elle aura toujours et elle a aussi une tache de naissance sur sa hanche droite. Le 7 mai 1957, une femme du village qui était déprimée parce qu'on venait lui enlever la garde de son enfant, décide de se suicider et donc pour ce faire, elle ingurgite une assez grosse dose de médicaments. Puis, sans savoir trop pourquoi, on ne sait pas trop, ça reste obscur, elle décide de prendre sa voiture. Elle roule à une allure assez vive. En plus de ça, elle a des réflexes assez lents. Comment vous voyez, elle fait des vagues, elle a des zigzags sur la route comme les gens qui ont bu, puisque évidemment elle a pas toutes ses idées. Hein. Donc voilà, et elle va finir par heurter 2 fillettes, c'est Johanna et Jacqueline. Les fillettes vont voler en l'air, elles vont mourir sur le coup. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est horrible à voir, ça a été relaté. Mais Dieu merci, elles n'ont pas souffert, donc c'est le principal pour elles, pauvres petites gamines. Je crois qu'elles avaient 6 et 9 ans, un truc comme ça. Alors, il faut savoir que John a toujours cru à la réincarnation, avant même d'avoir ses filles. Et bien sûr, ils ont beaucoup souffert, hein, les 2 parents, de la perte de leurs 2 filles. Mais Glenn était persuadé, et il le disait, ce qui mettait très fortement Florence en colère, que leur fille leur serait rendue. Il était persuadé qu'elles allaient se réincarner. Effectivement, quelques temps plus tard, Florence va tomber enceinte et John va dire c'est sûr, c'est des jumelles. Ils vont aller voir le docteur va écouter les battements de cœur parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'échographie. Hein. Il va écouter les battements de cœur et il va dire non, je n'entends qu'un battement de cœur, vous pouvez être sûr que vous n'aurez qu'un enfant. Du coup, John va perdre espoir et se dire bon bah tant pis, je reverrai jamais mes filles, mais il pensait toujours à elle quand même dans un coin de sa tête. Et lorsque Florence va accoucher, elle va accoucher de 2 jumelles qu'elle va appeler Jennifer. Alors, Julianne et Jennifer.
Tout de suite, les filles sont très proches. Elles sont toutes les deux similaires, seulement, je crois que c'est Juliane. Non, c'est Jennifer qui avait une tache de naissance sur la hanche droite et au-dessus de l'œil droit. Quand elles eurent 3 ans, leurs parents leur ont donné les jouets de... Ah, je les confonds. De Jacqueline et comment elle s'appelait, et Johanna. De Johanna et Jacqueline qu'ils avaient stocké au grenier. Donc ils vont les donner et tout de suite Jennifer, oui. Jennifer va s'accaparer les jouets de Jack et Jacqueline et Juliane va s'accaparer les jouets de Johanna. Et d'ailleurs, Johanna avait une espèce de machine, je vous le mettrai, une espèce de machine pour défroisser les vêtements de poupée. Et elle va dire à sa mère en le voyant: ah, mon toy ringer était là, mais je le cherchais partout. Alors qu'elle ne l'a jamais vu. Et puis elle est petite, elle a que 3 ans. Elle ne l'avait jamais vu, c'était pas à elle en plus. Enfin, pas à elle. Et du coup, ça a beaucoup étonné la mère. Par contre, lui, John était persuadé que de toute façon, c'était ces filles qui étaient réincarnées. D'ailleurs, autre preuve, c'est qu'elles adoraient peigner les cheveux de leur père, encore une fois. Quelques temps plus tard, Florence va surprendre ses filles à avoir une conversation assez bizarre. En fait, Jennifer pointe ses doigts sur le visage de Juliane et lui dit: mais oui, oui, c'est par là que sortait le sang quand la voiture t'a heurté. Et John va se rappeler qu'effectivement, quand il a été à la mort pour faire la reconnaissance des corps, Jacqueline avait un bandage sur les yeux tellement c'était pas beau à voir parce que c'était là que la voiture l'avait heurté. Ah oui, puis une autre fois, Juliane va pointer la tache de naissance qu'il y a sur le front pas de Jacqueline du coup, mais de l'autre, de Jennifer. Et elle va lui dire: mais oui, ça, souviens-toi, c'est quand tu es tombée contre la chaudière et que tu as eu une cicatrice. Par ailleurs, les deux jumelles avaient une phobie des voitures, c'est-à-dire que pour traverser la rue, elles se tenaient très fort, elles avaient vraiment très peur, c'était un stress permanent chez elles. Le moindre bruit violent d'une voiture, une voiture qui démarre alors qu'elles s'y attendent pas par exemple, ça va les mettre dans tous leurs états, elles vont presque partir en crise de panique. Elles refusent le plus possible de monter dans une voiture tant que c'est possible. Donc voilà. Bon, après, plus les filles vont vieillir, plus elles vont oublier cette histoire. J'avoue que pour ce témoignage-là, je reste assez mitigée parce que je me dis, ces gamines, elles ont pu entendre des témoignages sur leurs défuntes sœurs, voilà. Et donc s'accaparer l'histoire, ou peut-être aussi parce que le père croyait tellement en la réincarnation que les enfants, ça sent beaucoup de choses et peut-être que du coup, elles ont voulu faire plaisir à John en se comportant comme Johanna et Jacqueline. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ça me reste... Enfin bon, c'est l'histoire le témoignage qui me convainc le moins, on va dire. Maintenant, nous allons passer à un troisième et dernier témoignage, celui de Cameron McCauley. Donc c'est un petit Écossais qui raconte des choses très étranges depuis qu'il s'est parlé, c'est-à-dire vers l'âge de 2 ans. Il vit dans une famille de Glasgow, donc en Écosse. Sa mère s'appelle Norma, son père je ne sais pas, mais en tout cas ils sont séparés. Il a un grand frère qui s'appelle Martins, et lui voilà, c'est le deuxième petit enfant. Cameron va raconter sans arrêt la même histoire, c'est-à-dire qu'il a vécu sur une île qui s'appelle Barra, qu'il vivait avec ses 3 frères et sœurs et son papa et sa maman, et qu'ils avaient aussi un chien noir et blanc, qu'ils habitaient dans une grande maison blanche pas très loin de la plage et que de sa chambre il pouvait voir les avions atterrir sur la plage. Et que son père était mort dans un accident de voiture, un certain Shane Robertson.
Ah oui, très important aussi, il va dire que cette maison qu'il habitait avant possédait un passage secret. Au début, sa mère, comme toute mère je pense, ne prête pas trop attention à ce qu'il dit. Elle se dit bon, il l'a inventé, c'est voilà, faut pas y faire attention. Mais petit à petit, face aux nombreux détails qu'il donne, elle va commencer à tilter. Déjà, l'île de Bara est une île qui existe réellement et il n'a pas pu l'entendre à la télé puisqu'elle regarde tout le temps la télé avec lui, donc elle l'aurait entendu aussi. Et ils ne connaissent personne qui y vive ou qui y a été. Eux-mêmes n'y ont jamais été d'ailleurs. Par ailleurs, les enfants, comme je l'ai déjà dit, inventent rarement une identité complète, d'où il aurait pu inventer l'identité de Shane Robertson. Ça paraît assez étrange. Il disait aussi très souvent qu'il était très attaché à sa maman de Bara, qu'il l'aimait beaucoup, qu'elle avait des longs cheveux noirs, mais qu'un jour elle les avait coupés. D'ailleurs, une fois, enfin, il l'aimait tellement qu'il va commencer à montrer des signes d'abandon, c'est-à-dire d'un enfant abandonné et qui a été adopté derrière. Par exemple, une fois à la crèche, il va fondre en larmes. Donc il a 2 ans, hein, je le rappelle. Il va fondre en larmes et il va dire qu'il veut sa maman de Bara. Il veut que sa maman de Bara vienne le chercher. Et d'ailleurs, les puéricultrices vont croire qu'il s'agit d'un enfant adopté en fait et qu'on n'a pas voulu leur dire. Donc Norma va commencer à faire des recherches parce qu'un enfant qui développe des sentiments si forts pour une personne imaginaire, c'est impossible. Donc voilà, et puis il y a trop de détails, trop de... Donc elle va... Voilà. Elle va commencer à faire des recherches, surtout que son fils lui dit en fait je t'ai trouvé, je suis tombée dans un trou et je suis tombée, voilà, j'ai atterri dans tes bras quoi. Il dit aussi très souvent à ses amis qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas avoir peur de la mort puisque de toute manière on va revenir sur Terre mais sous une autre forme. Donc elle va commencer ses recherches, elle va s'entourer de spécialistes. Les premiers spécialistes qu'elle rencontre vont lui dire oui, mais vous savez, il a pu entendre ça à la télé ou à la crèche ou bien dans une conversation. Enfin, faut pas trop y prêter attention, c'est son imagination, voilà. Puis elle va rencontrer un psychologue, je crois que c'est même un pédopsychiatre, qui s'appelle Jim Tucker, qui est habitué à recevoir des témoignages d'enfants relatant leurs vies antérieures. Et elle va lui dire bon, moi je vais partir à Bara avec mes enfants. Et il va les suivre. Et quand ils y arrivent sur l'île de Bara, l'avion atterrit sur la plage et Cameron est déjà très content d'arriver à Bara. Mais il dit aussi, il fanfaronne auprès de sa mère et de son frère en leur disant voyez, j'avais raison, il fallait me croire, je vous disais la vérité. Donc voilà. Les premiers jours, ils vont juste simplement visiter l'île puisqu'ils n'ont pas eu le temps de poursuivre leurs recherches. Donc ils vont visiter l'île et ensuite ils vont poursuivre leurs recherches. Donc ils vont se rendre dans une espèce d'association des archives, enfin je sais pas trop, à Bara. Et là-bas on va leur dire que oui, on connaît une famille du nom de Robertson, mais qu'ils ne vivent pas à l'année sur l'île, que c'est une maison de vacances et qu'ils y venaient dans les années 60-70. Norma et toute sa bande ont quand même pu aller visiter la maison en question. Et là, le comportement de Cameron va changer du tout. C'est-à-dire du petit garçon guiré qui parlait tout le temps, qui était vraiment volubile, surexcité. On va passer à un enfant qui devient très grave, muet, et qui va même être pris d'une émotion si forte qu'il va se mettre à pleurer. Et ils vont rentrer dans la maison, il va montrer sa chambre à sa mère, il va dire voilà c'était ma chambre, il va montrer le passage secret dont il avait parlé à sa mère, enfin voilà, mais il pleure, il est triste parce qu'il vient de comprendre, il se rend compte que en fait sa famille n'y vit plus, qu'il ne la reverra pas en tout cas, et qu'il ne reverra pas sa maman à laquelle il était très attaché.
une fois rentré à Glasgow, Norma va quand même continuer ses recherches puisqu'on lui a dit que les Robertson vivaient à l'année à Glasgow. Donc elle va continuer ses recherches et elle va effectivement retrouver une certaine Julianne qui aurait pu être l'une des sœurs de Cameron dans sa vie antérieure. Julianne va expliquer qu'il y a beaucoup de choses qu'a dit Cameron qui sont vraies, notamment pour le chien noir et blanc, mais qu'en revanche, il n'y a aucun Shane Robertson dans la famille, ni aucune personne qui est morte dans un accident de voiture. Alors peut-être que Cameron a confondu Shane Robertson avec son oncle qui s'appelait James Robertson. Peut-être qu'il a confondu avec une autre vie antérieure. Peut-être que simplement Julianne, étant assez petite à l'époque, ne connaissait pas tous les membres de la famille et donc ne connaissait peut-être pas le Shane Robertson, même si ça me paraît bizarre par rapport à Cameron qui lui le connaîtrait, mais bon, c'est pas grave. Après cette visite, les souvenirs de Cameron vont cesser. Voilà, il va les oublier peu à peu et pareil, je crois, plus tard, il va dire qu'il n'a aucun souvenir de sa vie antérieure, comme dans tous les cas de vie antérieure. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous connaissiez les 3 cas ou si vous en connaissiez quelques-uns et pas les autres. Voilà, je ne sais pas si vous-même vous y croyez, si vous avez vous-même des témoignages. Voilà, n'hésitez pas à partager tout cela avec nous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!